Bonjour tout le monde. Vous allez excuser mon tout-sautement, ma voix. J'ai été malheureusement victime d'une contamination par circulation microbienne dans nos écoles de petits-enfants. Alors, malheureusement, on n'a pas encore développé ce dont Ken parlait ce matin, qui était les poop substances pour ça. Alors, pour ceux qui étaient là ce matin, là, on n'est pas là. J'étais un peu vite. Désolée. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous amener à réfléchir en fait sur la valeur de la nourriture, l'intérêt pour la nourriture comme un matériau potentiel pour réduire les déchets. Je m'intéresse particulièrement à cette création, ce concept de contenant comestible comme un substitut au contenant jetable et donc comme une solution potentielle pour réduire les déchets à la source. Je suis particulièrement intéressée par le design ou la contribution du design dans des enjeux de société et non seulement par des produits, mais par les stratégies qu'on va développer pour intégrer les produits dans la société, pour que les gens puissent adopter ces concepts ou ces produits. Donc, en l'occurrence, le contenant comestible, la question que je me suis posée, c'est quelles sont les dimensions à considérer pour que les gens adoptent dans le quotidien ces contenants comestibles. Alors, c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. J'aimerais débuter en parlant, en fait, de l'origine du projet. Le projet a débuté il y a déjà presque 12 ans, alors que mon fils était à la maternelle. Ça, c'est mon fils. Et en fait, je rentrais dans l'école régulièrement et je trouvais régulièrement des gigantesques barils remplis d'assiettes jetables, elles-mêmes remplies de restants de gâteaux. Donc, comme tout bon parent, pour son enfant, pour l'anniversaire de son enfant, on devait apporter un gâteau et de la vaisselle jetable pour tout le groupe. Alors, quand on regarde ce que ça donne au bout d'une année, c'est peut-être pas peu, mais quand même, pour une seule école, quand on regarde uniquement les groupes de la petite enfance, on produisait annuellement 2500 assiettes, verres et fourchettes. Quand on regarde aujourd'hui en Amérique du Nord ce que ça peut représenter à une plus grande échelle, on voit que les déchets créés par l'emballage, et surtout l'emballage alimentaire, représentent 1/3 des déchets dans les sites d'enfouissement. On vit aujourd'hui dans un monde de pratiques alimentaires extrêmement nomades. On mange à toute heure du jour, on mange partout. Et ces habitudes-là entraînent de façon importante l'augmentation de l'usage de contenants jetables. Et très souvent, ce ne sont pas des contenants qui sont recyclés. Contrairement à aujourd'hui, dans votre boîte à lunch, les objets ont été recyclés. Alors, une des choses à laquelle je me suis intéressée au début, c'est de regarder ce qui existait. Et donc, j'ai trouvé des objets comestibles. Je n'ai rien inventé. Ça existait. Le hot dog, la pita, le cornet sont des objets comestibles déjà culturellement inscrits dans nos vies. Et il y avait des gens qui avaient développé des assiettes. Mais là, on était dans des formes d'assiettes totalement imitant l'assiette de carton. On avait des matériaux utilisés tels que la fécule de maïs, le fécule de blé. Et en fait, ces objets-là offraient des saveurs assez similaires à celles du carton. Il n'y avait aucun intérêt gustatif. Alors, le premier principe conducteur de ce projet, c'était vraiment de se pencher sur le goût. De faire des objets comestibles qui soient tellement bons que les gens aient le goût de les manger sans rien dedans. Donc, on est plongé directement dans le concept de... Ah, ça va pas bien? Ou je parle trop fort? Ah, d'accord. Ah, je pensais que je parlais trop fort. Alors, je me suis penchée sur la gastronomie et sur l'importance de développer des saveurs. Alors, le projet a vraiment connu son envol, si je peux dire, en 2008, alors que j'étais professeure à l'Université de Montréal et j'ai eu une collaboration de l'ITHQ, du Centre de recherche,
Et donc là, sans qu'on soit tout à fait des petits pigeons, là, on a quand même travaillé en interdisciplinarité, un chef, une scientifique en alimentation et un designer pour travailler toute une série de recettes. On a construit, on a déconstruit ce qui n'existait pas encore vraiment pour aller développer finalement des membranes croquantes ou gélifiées qui étaient très minces, qui étaient très résistantes et très agréables en bouche. Alors, cette expérimentation, elle a duré plus d'1 an et demi et on est arrivé à créer déjà des échantillons qui ont été soumis à différents types de procédés de mise en œuvre. On a effectivement regardé des catégories matérielles. On s'est penché particulièrement sur les croquants, les moelleux, les gélifiés et on a travaillé donc un ensemble de matériaux alimentaires. Dans le monde du développement alimentaire, le design est une discipline assez récente. Le food design, design alimentaire, est en émergence. Et tant mieux, parce que je pense qu'on apporte un regard vraiment différent sur l'objet et sur l'aliment. Alors, dans le cadre de cette expérimentation, on a développé plusieurs nouveaux composés, des nouveaux composés farineux. On en a inventé. Donc, vous voyez la strate à gauche, qui est un composé qui est à base de farine de quinoa noir et une farine de graines de pavot. C'était extraordinaire comme recette et nous donnait une texture extrêmement intéressante. Donc, on s'est vraiment penché sur un ensemble textural possible qui plaise aux gens. Évidemment, dans le cadre de ce projet-là, on s'est aussi intéressé à investir notre matière d'aliments santé, de produits santé. Je pense que dans son sens le plus large, la durabilité inclut cette préoccupation pour la santé des gens. Donc, on a introduit un ratio extrêmement élevé de légumes et de fruits dans nos composés farineux en diminuant l'apport, donc, de l'apport féculent. C'est pas nécessaire de le faire dans tous les cas, mais effectivement, on a énormément de pain qui est mangé dans notre société et on pourrait inclure des portions de légumes de façon beaucoup plus fréquente. Je vous montre un projet qui a été développé cette année comme projet pilote pour un regroupement de centres de petite enfance. On s'est penché sur le menu et on a vu quels contenants on pouvait repenser pour offrir à cette école des contenants comestibles, pour éliminer des déchets. Mais le projet se penche également sur l'amélioration des contenants existants, tels que, par exemple, le croissant fromage, le croissant jambon fromage. Alors, on s'entend, le croissant, c'est extraordinaire, c'est bon, mais quand c'est présenté régulièrement dans le menu d'une école pour enfants, il y a quand même une quantité de gras saturés assez importante. Alors, c'était intéressant de regarder par quoi on pouvait changer ce croissant. Et on a développé une formulation qui se situe un peu entre la tortilla et la crêpe. Et on y a inclus un ratio, comme j'expliquais, important de légumes avec des formes qui sont certainement plus flamboyantes. Des formes plus innovantes et des couleurs plus flamboyantes. Là, je vous dis, en fait, dans ce projet-là, il n'était absolument pas question d'introduire de colorants artificiels. Donc, malgré que vous voyez des couleurs très fortes et très flamboyantes, il n'y a pas d'additifs dans ces recettes. L'esthétique est évidemment un des aspects les plus importants. Quand on travaille avec un nouveau produit, il faut le marquer. Il faut le marquer sur le marché pour qu'on le distingue bien de tout ce qui existe. Et je pense qu'il y avait lieu de développer une toute nouvelle typologie de forme, de texture, de relief. Cet objet-là est un objet avant tout de préhension. Il appelle les sens, il met en éveil les sens. C'est intéressant de se pencher sur les formes possibles. Et pour ça, en fait, on a regardé la séquence des gestes qui est impliquée dans l'appréhension du contenant.
on a déconstruit cette séquence de gestes jusqu'à la mise en bouche et ça a été une information qui nous a permis de guider le design de manière à développer non seulement des formes ergonomiques, mais également des formes innovantes. Et c'est important de le faire parce que si on veut que les gens adoptent un tel scénario au quotidien, il faut interpeller les sens, il faut donner un attrait au produit. Je vous montre quelques contenants. Alors, on a ici des contenants faits avec un biscuit plus moelleux, un croquant, un gélifié. Ces 3 produits ont été présentés dans le cadre d'une exposition type plus événementielle où la tomate était à l'honneur. Et donc, on a des modèles qui sont produits soit ici selon des procédés plus artisanaux ou pourraient être produits par des procédés industriels. Il s'agit ici d'une cuillère à 3 cavités. La bouchée est préformée et donc on prend l'objet et on mange une bouchée à la fois. Donc vous êtes un peu structuré dans votre expérience gustative, mais ça facilite en fait manger l'objet parce qu'il faut comprendre que les formes aident également la consommation. On a développé évidemment des matrices qui sont le moins possible friables pour que l'expérience soit agréable, mais également les formes peuvent aider dans une consommation dans ce sens-là. Les produits ici sont des prototypes de forme. Celui d'en haut est un projet pour des enfants destiné à une production industrielle. Il s'appelle le Fun Food Station. Et en fait, on peut imaginer, par exemple, que l'on pose un sandwich sur une barquette faite de croquants de légumes. Après consommation, on boit le jus qui est inclus dans le tube. Une fois consommé, on mange le tube qui est en gélifié de fruits. Et on mange la paille qui est en biscuit. Et voilà, tout est mangé. Il ne reste plus rien et c'est l'objectif du projet, c'est de faire des formes qui sont complètement mangeables pour éliminer une autre forme de déchet qui pourrait être en fait le déchet organique. La pièce d'en bas est une assiette pour traiteur. On a une encoche pour placer la serviette de table. On peut casser les ailes pour manger le contenu au fur et à mesure, et c'est accompagné d'une cuillère fourchette. Je vous parle d'appropriation. C'est un des enjeux les plus importants du projet. Vous savez qu'on n'est pas dans une culture où on mange avec nos mains, où on touche facilement aux aliments. Donc, cette question, elle est quand même centrale. On a fait une première enquête sur la perception de l'hygiène qui entoure les pratiques de contenants comestibles, du risque dans la sécurité alimentaire. Et ça donne des résultats extrêmement intéressants. En fait, je vais vous dire qu'on a beaucoup moins d'hésitation à laisser nos enfants manger à terre sur la table que nous comme adultes. Alors ça déjà, il y a dans l'enquête évidemment une perception que l'adulte ne mange pas trop avec ses doigts et ne déposerait pas ses aliments sur une table. Dans une société qui est hygiéniste comme la nôtre, je pense qu'il est important d'introduire le produit là où les gens sont prêts à le recevoir. Stratégiquement, moi, je m'intéresse à travailler sur plusieurs sphères simultanément. Je travaille aux 2 bouts du spectrum. Donc, le spectre qui est plus culturel, la sphère plus culturelle où on retrouve la gastronomie, l'industrie du traiteur. Et de l'autre côté, on pourrait y voir la sphère d'éducation, sphère éducative, les écoles. Mais éventuellement, ce qu'on veut, c'est pénétrer le centre qui est la restauration rapide. C'est là que se fait le plus de déchets. Alors, ça prend évidemment un travail sur les textures, sur les formes et de bien miser les contextes d'usage. Je suis très ravie ce soir de vous présenter un premier projet industriel qui, au terme d'1 an et demi de recherche, vient d'aboutir. C'est un projet qui a été initié par une entreprise montréalaise en design alimentaire et j'ai travaillé au développement du produit.
Il s'agit d'une bulle de dégustation qui explose en bouche. Cette bulle fait entre 2 et 3 cm de diamètre. Elle peut inclure des liquides ou des semi-liquides et elle est destinée à plusieurs contextes d'usage. On est devant une des formes les plus simples, mais les plus difficiles à faire en alimentaire. Bien que vous connaissiez le chocolat, on est loin du chocolat. On est vraiment dans des membranes soit gélifiées ou croquantes, et avec des membranes aussi qui sont imperméabilisantes à l'intérieur pour pouvoir y inclure des liquides. Et on a une bulle qui peut se décliner en d'infinies recettes. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se retrouve avec un objet qui est portable, qu'on peut retrouver dans des grands événements ou ailleurs. Ça remplace jusqu'à un certain point le verre. Ça vous offre des gorgées ou des bouchées. Et ce qui est particulièrement intéressant de ce produit, c'est qu'on est aussi dans un exercice de portionnage. Donc, on peut identifier une portion très utile en termes d'alcool. Donc, vous savez combien d'alcool vous avez consommé avec ce petit objet. Alors, il y a toute une série d'usages qui nous intéressent pour ce produit, que vous verrez probablement arriver cette année sur le marché. Le dernier point que j'aimerais toucher, c'est celui de l'empreinte écologique. Ce projet-là, pour être cohérent, doit nécessairement se faire avec une réflexion, un calcul de l'empreinte écologique, parce que effectivement, ça entraîne une surproduction agricole. Donc, il y a des échelles de production qui doivent être considérées. Ce n'est pas nécessairement du cas par cas, mais il y a des modèles qu'on développe pour valider la réelle valeur écologique du produit dans certains contextes d'usage et dans certains lieux aussi. La production n'est pas possible partout au monde. Alors, on réfléchit donc à la possibilité qu'on a un impact important sur les cultures et on peut aussi, avec ce projet-là, potentiellement créer, comme je le disais tout à l'heure, une plus grande quantité de déchets putrescibles. Donc, il faut réfléchir au modèle de production à la fois et d'introduction à nouveau de ce produit afin de s'assurer qu'il soit réellement, pleinement écologique. Je vous remercie de votre attention et avant de vous quitter, j'aimerais vous inviter à bien vouloir manger votre assiette. Merci.